La marinière de Jean-Paul Gaultier. Ce n'est pas n'importe quelle marinière et on en parle aujourd'hui. Et là, tu te dis, mais quel rapport avec le conseil en images et le business du conseil en images? Eh bien, tu vas le voir en écoutant cet épisode, absolument tout. Et là, tu te dis, mais elle est folle, complètement folle. Non, t'inquiète pas, je te rassure. En tout cas, ça me fait très plaisir de te parler de marinière parce que pour moi, c'est vraiment un basique, c'est-à-dire que c'est mon vêtement préféré avec la veste col officier peut-être. Toujours ce côté un peu vêtement de travail et militaire, ça dit quelque chose de moi peut-être. Bref, passons. Pour la petite anecdote, quand j'étais ado, à un moment donné, je me suis dit, je devais avoir 20 ans, bon, ça va bien 5 minutes les marinières, tu ça, OK, mais bon, tu peux porter autre chose. Et en fait, je me suis forcée pendant des années à ne plus en porter. Et en 2010, quand je me suis lancée en tant que personnel shopper, j'ai de nouveau eu envie de porter des marinières et je peux te dire que je ne m'en prive pas depuis et surtout quand j'en trouve, pas comme celle-ci, des colorées. Et notamment, j'en ai une Armor Luxe qui est orange que tu as peut-être dû déjà voir sur mes réseaux, mais que j'adore et que j'avais été piquée au rayon homme. Donc autant te dire que la marinière et moi, c'est une très grande histoire d'amour et je suis vraiment ravie de t'accueillir dans le podcast 108 avec la marinière. Et donc dans cet épisode, comme je te le disais, on va parler business bien sûr et notamment toutes les leçons que l'on peut tirer de ce fabuleux coup de génie de Jean-Paul Gaultier d'avoir mis au goût du jour la marinière de la façon dont il l'a fait. Ça te dit, on est parti? Et oui, comme tu l'as compris, c'est un nouvel épisode de cette série Histoire de mode et conseils business que je te propose aujourd'hui. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Pourquoi est-ce que je te parle de marinière aujourd'hui? Tout d'abord parce que c'est un vêtement qui est devenu iconique. Aujourd'hui, on associe le style français et même le style parisien depuis les années 60 et Jeanne Seberg en réalité à la marinière. Mais la marinière à la base, c'est un vêtement de travail qui est réservé aux marin, oui, tu l'avais, bravo. Parce que c'est un décret en 1858 qui fait de ce costume l'uniforme des marins. Pourquoi on choisit ça? Tout simplement pour des fonctions utilitaires. Vraiment, c'est très important parce que grâce à ce motif, on va pouvoir identifier un marin qui est tombé à la mer. Et donc, ça devient un uniforme obligatoire, réglementaire pour les personnels de la Marine nationale. Avant ça, la marinière, est-ce qu'elle existe? Alors finalement, on l'appelle pas la marinière, mais le vêtement rayé, il existe depuis très longtemps. Au Moyen Âge, il était réservé aux personnes qui étaient un petit peu entre deux. C'est Michel Pastoureau qui nous raconte ça dans ce livre génial, Rayures, une histoire culturelle, qui est paru aux éditions du Seuil. Dans ce livre, Michel Pastoureau nous explique à quel point la rayure, elle est associée à quelque chose qui est négatif, qui est vraiment mal vu, parce qu'en l'occurrence, ça renvoie au diable. Pourquoi ça? Je t'explique. D'après Pastoureau, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle en Occident, la rayure est associée à l'exclusion sociale et même morale. Ça va même jusqu'au religieux. Pour tout te dire, les personnes qui étaient des exclus de la société devaient porter des rayures. Les prostituées, les bourreaux et leurs valets en particulier, de façon à pouvoir les distinguer et les stigmatiser. On sait aussi que les fous, les bouffons du roi, portaient des costumes rayés. Et on peut même aller jusqu'aux clowns contemporains si tu regardes bien.
De la même façon, les cathares, ces hérétiques pour la religion en place à l'époque, ont même été obligés de porter des costumes rayés. La rayure, c'est aussi ce que doivent porter les lépreux et certains malades contagieux, de façon à ce qu'on puisse vraiment s'en écarter. Les prisonniers portent des rayures. Alors on peut penser évidemment aux Dalton, mais de manière plus sérieuse, jusque dans les camps de concentration, cette tradition a perduré. Et on a parfois aussi des enfants illégitimes qui, sur leur blason, ont aussi des rayures. Je ne sais pas si tu savais à quel point les rayures étaient autant un symbole d'exclusion. Alors pourquoi est-ce que ces rayures ont été un symbole d'exclusion? Pastoureau nous l'explique. Il nous explique tout d'abord que la rayure, ça crée un mouvement, une vibration visuelle qui perturbe la stabilité qu'on attend d'un tissu. Donc, quelque part, c'est un motif agité dans une société qui valorise plutôt l'immobilisme, la hiérarchie fixe, le côté, tu vois, seigneurial, les serfs d'un côté, la noblesse et les seigneurs de l'autre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le mélange des couleurs qu'on peut avoir avec des rayures, c'est contre nature, parce que Dieu, en créant le monde, a organisé, trié les choses, et donc de remélanger les couleurs telles que la rayure peut le faire, ça va à l'encontre de Dieu, ça va à l'encontre de la séparation qu'il a pu faire des ténèbres et de la lumière. Donc c'est ça qui est vu comme étant satanique, diabolique. Et d'ailleurs, le diable est souvent représenté avec un costume rayé. C'est dans le nom, la rayure, c'est cet hybride, c'est ce mélange. Donc, c'est le diable. Donc la rayure, comme tu peux le comprendre, elle transgresse l'ordre divin, donc elle est associée au malin. La seule exception qu'on va pouvoir trouver dans les rayures qui ne soient pas diaboliques, c'est dans les blasons, dans l'art de l'héraldique, si ça te parle. Mais on ne va pas s'attarder sur ce point. Ce dont je voulais que tu prennes conscience, c'est que la rayure, c'est loin d'être un symbole anodin. Et quand Jean-Paul Gaultier choisit la marinière comme signature, et ce, pour s'habiller comme pour ses collections, parce qu'il va énormément jouer avec la marinière, justement, il a aussi ce côté transgressif, parce qu'il va offrir une lecture beaucoup plus profonde de la rayure. C'est pas seulement un vêtement de travail qui a été récupéré par Gabrielle Chanel pour le côté confortable, et même si à l'époque, attends, c'est pas seulement un vêtement de travail qui a été récupéré par Gabrielle Chanel, qu'elle portait et qui a fait évidemment scandale, parce qu'elle portait un vêtement d'homme de travail, alors qu'elle était une femme et dans l'espace public. Et quand Jean-Paul Gaultier récupère la marinière, tu vois, on peut aussi voir cette idée de transgression qui est dans les rayures, parce que Jean-Paul Gaultier, c'est vraiment ça. C'est comment désacraliser la mode un petit peu ennuyeuse des années 70, hein, des années 80 un peu mémères, et qu'on va venir justement réveiller avec toute l'excentricité qui est liée à Jean-Paul Gaultier. Et c'est aussi pour ça que j'adore ce créateur. Donc pour en revenir à Jean-Paul Gaultier, lui, il a été hyper malin. Revenons maintenant à Jean-Paul Gaultier. Pourquoi Jean-Paul Gaultier a-t-il choisi la marinière? On a vu la rayure, c'est cet aspect transgressif. Jean-Paul Gaultier, c'est la créativité pure, c'est l'excentricité, c'est la mode s'amuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend très bien quand tu regardes la mode des années 70-80 qui s'est un peu embourgeoisée et qui, justement, ne plaît pas à notre jeune Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, c'est pas du tout un étudiant en mode classique. Lui, la mode, il l'a découverte à travers les magazines comme Jardin des modes et à travers la malle à souvenirs de sa grand-mère. Les corsets, la lingerie, tout l'univers féminin qu'il a pu découvrir dans des films comme Falbala, qui est sorti en 1944, c'est ça qui l'inspire. Et bien entendu, il y a la rue. La rue, ça a toujours été une source d'inspiration inépuisable pour Jean-Paul Gaultier. Il n'a pas fait d'école de mode. Et quand il se lance en 1976, il n'a pas d'argent pour financer sa collection. Donc, il va bricoler avec ce qu'il trouve. Et c'est un des premiers, avec Martin Margiela, à avoir fait de la récupération. La robe sac poubelle, c'est lui à la base. Donc, cette robe, elle était présentée lors de l'exposition rétrospective qui était proposée au Grand Palais et qui est présentée dans ce très beau catalogue d'exposition. Donc, Jean-Paul Gaultier,
c'est la transgression. C'est ce côté s'amuser, c'est ce côté ne pas se prendre au sérieux et proposer une autre lecture de la mode beaucoup plus créative, beaucoup plus joyeuse. Jean-Paul Gaultier, c'est un créateur de mode qui s'est lancé à la fin des années 70, 1976 pour être précise, et dont la mode a vraiment pris de l'ampleur dans les années 80. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que la mode de Jean-Paul Gaultier, elle n'avait rien à voir avec la mode de l'époque. Et il a vraiment senti cette crise identitaire que traversait la France à cette époque-là. Pense au choc pétrolier, pense à la crise économique, à la montée du chômage, François Mitterrand qui arrive au pouvoir. Les années 80, c'est vraiment une décennie où les gens se cherchent. Et donc, il arrive avec un symbole, la marinière, qui est un symbole national, universel pour les Français, et qu'il va retravailler et dont il va faire sa signature. Parce que pour chaque apparition publique, il apparaît en marinière blanche et bleue. Et ça va devenir indissociable de lui, de son style. Et je trouve ça plutôt brillant de sa part, parce que comme je te l'ai expliqué, comme Pastoureau nous la raconte, la rayure, c'est ce symbole transgressif. C'est l'exclusion, c'est le côté en dehors de la société, le côté bien pensant, etc. Donc en prenant la marinière comme symbole, t'imagines à quel point c'est fort de la part de Jean-Paul Gaultier. Le fait de retravailler cette marinière, parce qu'évidemment, il va la proposer telle qu'elle, mais il va aussi la revisiter, en faire des robes ultra moulantes, il va en faire un symbole sexy, parce qu'il va aussi habiller les messieurs avec cette marinière, et notamment en 1995, avec le flacon du parfum Le Mâle, qui est en fait un buste qui est habillé d'une marinière. Donc cette marinière, elle va beaucoup plus loin que le simple vêtement de mode qui a pu être porté par Brigitte Bardot dans les années 60, Picasso dans les années 30 ou Gabrielle Chanel. Ça avait déjà fait scandale parce que c'est un vêtement de travail masculin, c'est une femme et elle le porte comme vêtement dans la sphère publique. Donc imagine un peu le tollé. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Jean-Paul Gaultier en fait. Parce que Jean-Paul Gaultier, il en fait vraiment sa véritable signature. Et c'est ça qui va être indissociable aussi de sa carrière. Donc, comme tu l'as compris, la marinière de Jean-Paul Gaultier, elle est traditionnelle, forcément, puisque c'est une marinière de marin de 1858. Donc, il y a tout l'imaginaire derrière, avec la marine nationale, l'autorité, le côté patriotique aussi qu'il y a derrière. Et en parallèle, le côté complètement subversif avec cette érotisation finalement de la marinière. Il en fait des robes sexy et moulantes, alors que normalement elle est portée de manière ample. Il en fait des robes de soirée, alors que c'est un vêtement de travail. Il en fait des combinaisons et même il va jusqu'à en faire des pièces de lingerie. Donc il joue sur tous les codes de la marinière, avec les rayures qui sont tantôt horizontales, tantôt verticales, les couleurs qui sont détournées. Il en fait des rouges, des ors, des arcs-en-ciel. Bref, il l'a même intégré dans des corsets et dans des bustiers. Donc autant te dire que cette marinière Jean-Paul Gaultier, elle ne ressemble plus du tout, et c'est là où c'est intéressant, à la marinière de la Marine nationale. Donc Gaultier, si on synthétise, il a pris un vêtement ultra français, un vêtement ultra codifié, la marinière, des marins bretons, avec telle et telle rayure qui sont réglementées en termes de couleur, en termes de nombre, etc. Et il en a fait un vêtement universel et mode. Ok, donc maintenant tu as compris pourquoi la marinière, c'était subversif et pourquoi Jean-Paul Gaultier, en choisissant cette marinière, en faisant vraiment sa signature, a vraiment eu un coup de génie parce qu'il a à la fois capté ce qu'il y avait dans son époque et il a proposé le contre-pied et ça lui a permis vraiment de travailler son style et d'être reconnu pour ce style-là. Maintenant, passons à la deuxième partie, la partie que tu attends peut-être le plus, la partie stratégie et pourquoi cette marinière, ça peut pour toi être une véritable leçon de stratégie avec des préconisations que je te recommande d'appliquer pour ton entreprise de conseil en images. Tu l'as compris, la marinière est devenue un objet de patrimoine. C'est un objet symbolique de la culture française, de la mode française et même de la mode parisienne. Mais Jean-Paul Gaultier, c'est pas le premier à avoir utilisé la marinière. Il y a eu avant lui Jeanne Seberg qui lui a donné le côté parisien, Brigitte Bardot qui lui a donné un côté sexy en la portant à la plage, Picasso, mais aussi Gabrielle Chanel qui était une des premières à la porter. Mais le génie de Jean-Paul Gaultier, ça a été d'utiliser la marinière comme une stratégie. Parce que oui, c'est une stratégie.
Jean-Paul Gaultier, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et ça, on l'a vu à travers ses créations, et c'est pas pour rien s'il a animé pendant des années une émission humoristique avec Antoine Decaune, Outre-Manche. Mais en soi, il y a aussi toute une part de réflexion derrière. Parce que toute sa carrière, il l'a organisée autour d'une seule et même stratégie. Cette stratégie, elle repose sur 5 piliers que nous allons voir ensemble. Mais le plus important là-dedans, c'est que tu comprennes que c'est cette histoire de cohérence qui a porté Jean-Paul Gaultier. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode 108 du podcast Happy Personal Shopping, on va parler de cette notion de cohérence que la marinière de Jean-Paul Gaultier incarne autant. Premier pilier de cette cohérence, c'est que déjà, Jean-Paul Gaultier a choisi un vêtement qui existe déjà. Comme je te le disais tout à l'heure, il n'a pas inventé la marinière. Elle existe déjà depuis 130 ans au moment où il choisit d'en faire sa signature. C'est un vêtement qui n'est pas révolutionnaire. Il s'est pas dit je vais réinventer l'eau chaude. Non, pas du tout. Il a pris un basique. Il n'a pas cherché à inventer un nouveau basique. Il a pris un basique qui existait déjà et il l'a travaillé à sa manière. Et c'est ça surtout son coup de génie. Parce que pour vous, conseillère en images, qui lancez votre activité, c'est une super piste, une super source d'inspiration. Parce que Jean-Paul Gaultier, il s'est appuyé sur ce qui existait déjà. De la même façon que vous n'avez absolument pas besoin d'inventer une méthode de colorimétrie ou de morphologie pour vous lancer et avoir du succès. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous appuyer sur les méthodes qui existent pour les exprimer à votre manière. Un peu comme un pianiste qui apprend ses gammes et qui, à un moment donné, est capable de rebondir sur ce qu'il a appris pour pouvoir proposer quelque chose à sa façon. Et c'est bien pour ça qu'on parle d'interprétation musicale, parce qu'une chanson, elle a été écrite par un parolier, elle a été composée par quelqu'un, mais après, c'est l'interprétation qui va en faire une nuance et des choses différentes. Et bien là, c'est la même chose. Si on parle d'interprétation dans l'art, si on parle d'interprétation dans la musique, si on parle d'interprétation dans la mode, pourquoi pas dans le conseil en images? Et c'est pour ça que je vous dis souvent que pour moi, la colorimétrie, ça n'est pas le plus important. Il y a d'autres manières d'aider déjà quelqu'un qui a du mal avec ses vêtements et qui a du mal à s'habiller. Donc, si pour vous, la colorimétrie, c'est important et que vous avez trouvé votre manière de faire la colorimétrie, une manière personnelle, foncez. Parce que la question n'est pas qu'est-ce que j'invente, mais comment je fais à ma manière. C'est ça le plus important. Et c'est valable en mode, en art, comme en conseil en image. Le seul piège que vous allez devoir éviter, ça c'est un piège dans lequel moi je suis tombée beaucoup parce que mon éducation a fait que. Je vous explique. Ce piège, c'est le piège de l'originalité à tout prix. L'originalité forcée, c'est-à-dire de toujours avoir envie de faire mieux que les autres, de faire différent, de faire original. Ça, c'est épuisant. Je peux vous en parler parce que quand j'étais petite, moi j'ai appris que copier n'était pas une bonne idée et qu'il valait mieux créer soi-même. Sauf que créer soi-même, bah, c'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement caloriphage aussi, c'est quelque chose qui te bouffe si tu ne sais pas bien t'organiser. Alors moi, je me suis construite là-dessus et aujourd'hui, j'essaye de réintégrer des bonnes pratiques parce que le fait de vouloir être original tout le temps, ben, ça fonctionne pas en fait. Il faut quand même s'appuyer sur des bases pour pouvoir être original. Donc vraiment, je vais reprendre cette idée du pianiste. S'il vous plaît, avant de vous lancer dans une méthode hyper innovante et machin, commencez déjà par bien connaître vos basiques. Si vous êtes à l'aise avec une méthode ultra simple, alors c'est déjà tout ce dont vous avez besoin. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez vous inscrire à ma masterclass, le conseil en images modernes. Elle est là justement, cette masterclass, pour vous parler de cette méthode ultra simple qui vous permet de vous familiariser avec le conseil en images, avec une approche qui est beaucoup plus intuitive et qui va vous permettre justement d'avoir une base à travailler ensuite et à personnaliser avec vous, votre expérience de vie, etc. Donc, comme Jean-Paul Gaultier, partez sur des basiques. Et ensuite, au fur et à mesure de la pratique, etc., vous allez pouvoir faire ressortir votre sensibilité, votre personnalité, votre angle à vous. Et c'est ça, en fait, qui va vraiment fonctionner si vous voulez durer dans le conseil en images. Ce que je vous recommande, c'est donc de trouver votre marinière à vous. Quel est le basique? Quelle est la technique, la théorie
de base que vous avez pu apprendre en formation, dans un livre, en discutant avec quelqu'un ou par l'apprentissage, quelle est cette technique de base que vous avez envie d'aller développer? Parce que c'est ça aussi, c'est les affinités qu'on peut avoir avec l'une ou l'autre des techniques. Le message à retenir ici pour ce pilier numéro 1, c'est que vous n'avez pas besoin d'inventer la roue. Choisissez-en simplement une qui vous parle, que vous allez pouvoir peindre avec vos couleurs. C'est ça le plus important. Pilier numéro 2. Jean-Paul Gaultier, il a commencé à porter une marinière il y a plus de 40 ans. Et depuis 40 ans, il la porte régulièrement à toutes ses apparitions publiques, quasi quotidiennement, dans tous les contextes possibles et imaginables. Quand il travaille, quand il est en interview, quand il fait un défilé, dans sa vie privée, mais aussi quand il apparaît à une soirée, par exemple. Et cette répétition obsessionnelle, elle a gravé dans notre cerveau collectif Jean-Paul Gaultier égale marinière, marinière égale Jean-Paul Gaultier. Donc autant vous dire que cette histoire de cohérence, vous voyez, c'est quelque chose que vous devez garder en vous. Ce n'est pas parce que vous faites pendant 3 mois quelque chose que ça va fonctionner et ensuite vous devez oublier ce que vous avez fait. Pour trouver votre marque de fabrique, il faut répéter et ça s'inscrit dans la durée. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, alors prenez ce quelque chose et faites-en votre signature. Et si vous changez un jour, très bien. Mais dans tous les cas, c'est le fait de répéter, 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 répéter qui va faire qu'on va associer votre image de marque avec cet objet, cette technique, cette façon de parler, etc. Prenez les grands couturiers, leur manière de s'habiller, donc la marinière, mais Jean-Paul Gaultier n'est pas une exception. Prenez Karl Lagerfeld, prenez Chantal Thomas, prenez toutes les grandes stars que vous connaissez, elles ont une manière particulière de s'habiller qui fait que vous les reconnaissez immédiatement. Et si c'est pas une manière de s'habiller, c'est une manière de s'exprimer, un accent. Enlevez son accent brésilien à Christina, vous n'avez plus Christina. Donc c'est la même chose pour vous. Vous devez trouver votre angle, votre positionnement, votre manière de travailler à vous et vous devez la répéter, la répéter, la répéter encore et encore et encore. Le piège ici, ça va être de changer de discours chaque mois, de dire en janvier je suis ceci, en mars je suis ça, en juin je... Non, il faut que vous soyez toujours, toujours, toujours cohérent. Vous pouvez faire évoluer votre ligne de conduite, bien entendu, mais vous devez garder toujours la même substance, la même essence. Parce que regardez les parfums, par exemple. Vous avez X variations de La vie est belle. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de réinventer cette fragrance, de l'animer, on appelle ça dans le jargon marketing, pour donner envie aux gens de l'acheter alors qu'ils l'ont déjà. Parce que vous avez déjà l'essence, l'eau de parfum, vous allez acheter l'eau de toilette, vous allez porter La vie est belle rose extraordinaire parce que ça vous apporte quelque chose en plus par rapport à La vie est belle. Et ce qui se passe chez Lancôme, ça se passe aussi chez Chanel, chez Dior, chez Hermès et dans toutes les grandes marques de parfums. Vous allez avoir des variations autour du parfum principal. Donc pensez-y, qui êtes-vous, vous? Quels sont vos points forts? Quels sont vos super pouvoirs? Quels sont les éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer tout au long de votre carrière professionnelle? Et soyez cohérente. Choisissez ces symboles, choisissez ces aspects de vous parce que c'est vraiment vous et pas en vous inspirant de quelqu'un. Ça doit vraiment résonner avec vous-même. Le test pour vérifier si c'est bon, c'est que quelqu'un découvre votre Instagram aujourd'hui et qui remonte dans votre flux sur 6 mois en arrière. Est-ce qu'il va avoir la même perception de vous qu'il y a 6 mois? Si oui, alors c'est bien, vous êtes dans la cohérence. Sinon, ça veut dire que vous avez peut-être radicalement changé, c'est bien, mais même en changeant à 180 degrés, il y a forcément des choses de vous qui restent. Pour vous parler des étoiles, c'est quelque chose qui est avec moi depuis très longtemps. Et quand j'ai créé le réseau Constellation, c'était juste logique, ça m'est venu comme ça, j'ai pas eu besoin de réfléchir 500 ans. J'avais déjà le nom en moi parce que tout ce qui avait trait aux galaxies, aux étoiles, aux constellations, c'est quelque chose qui me fascine depuis que je suis enfant et qui finalement est ressorti dans mon parcours professionnel. Le message principal de ce pilier numéro 2, c'est la mémorabilité. Et la mémorabilité, elle ne vient pas de la nouveauté, elle vient de la répétition, parce qu'elle va vous permettre de creuser le même sillon encore, encore et encore. Troisième pilier, le territoire. Pourquoi je vous parle de territoire? Parce que Jean-Paul Gaultier, il aurait pu papillonner entre 1000 signatures. Quand on regarde Pierre Cardin,
Dans les années 60, sa marque explose et il va signer énormément de licences, ce qui fait que vous allez trouver des cravates Pierre Cardin sur le marché, des montres Pierre Cardin qui n'ont absolument rien à voir avec la maison mère. Et ça, Dior le faisait aussi jusqu'à ce que Bernard Arnault rachète Dior et retravaille sur l'exclusivité de la marque, en ayant un territoire bien défini. Et ça, c'est quelque chose que Jean-Paul Gaultier a fait en se limitant volontairement à certains objets qui sont tout le temps là. Le corset, la marinière, le kilt. Le fait de se limiter volontairement à une spécialité, si on peut dire, c'est ça aussi qui va faire que vous allez délimiter votre territoire et que vous allez être identifiable pour ce territoire. En marketing, on parle de positionnement, c'est-à-dire le fait de choisir, par exemple, une seule cible, un seul type de personne que vous allez accompagner. Ça va être le fait de choisir une seule façon d'accompagner. Par exemple, si la colorimétrie c'est votre truc, bah, d'être à fond sur la colorimétrie. Ça va être par exemple de travailler uniquement avec un certain type d'outils. Ça va être de travailler uniquement sur telle problématique. Plus vous allez spécifier ce que vous faites, plus vous allez volontairement diminuer votre territoire d'influence, votre périmètre, et plus vous allez être reconnaissable. Parce que c'est là où vous allez concentrer en fait toute votre énergie, tout votre savoir-faire. Et quelque part, le fait d'aller faire 50 milliards de trucs, c'est contre-productif parce que vous allez dilapider votre énergie partout. C'est aussi pour ça que je vous dis régulièrement, prenez un seul canal de communication au début quand vous vous lancez. Si c'est Insta, c'est Insta. Si c'est TikTok, c'est TikTok. Si c'est LinkedIn, c'est LinkedIn. Si vous préférez un blog ou un podcast, eh bien, c'est votre choix. Mais vous en choisissez un pour être excellente dans ce canal que vous avez choisi. Jean-Paul Gaultier, il a choisi et c'est ce qui lui a permis vraiment d'écrire ses lettres de noblesse dans un premier temps en tout cas. Et après, une fois que ça fonctionne, on va plus loin. C'est ce qu'a fait le slip français aussi si on parle d'entreprise. Au départ, le slip français vend oui, des slips. Et après seulement, ils ont fait des t-shirts, des chaussettes, des pantoufles, etc. Et c'est devenu l'entreprise que c'est aujourd'hui. Mais au départ, il y a un seul slip dans une seule couleur. Et une fois qu'on est vraiment costaud là-dessus, à ce moment-là, on va pouvoir élargir. Donc vraiment, je vous invite, parce que vous n'avez absolument pas besoin de tout pratiquer dans le conseil en images. Vous pouvez choisir une piste, celle qui vous parle le plus, que la morpho, que l'analyse de penderie, que le shopping, que ce que vous voulez en fait. C'est vous qui décidez. Mais ça doit être quelque chose qui est vraiment cohérent avec qui vous êtes, comme je viens de le dire, et par rapport au pilier numéro 2. Notre objectif ici, c'est de ne pas tomber dans le piège du je fais tout. Et dans le piège du si je refuse, ça veut dire que je vais perdre un client. Pas du tout. En fait, à l'inverse, plus vous allez vous spécialiser, plus vous allez en fait avoir des clients qui vont venir exprès pour cette spécialité-là. Donc, au lieu de vous priver de clients, vous allez au contraire développer votre clientèle parce que vous allez être reconnu pour avoir ce talent-là. Si vous avez un problème de pied, est-ce que vous préférez aller voir un généraliste ou un podologue? Eh bien, c'est la même question. Et même, peut-être j'aurais dû dire dentiste, parce que là, vraiment, c'est quelque chose de spécifique. Ou encore le gynécologue. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la prestation, quel est l'angle que vous pourriez encore avoir dans 5 ans, dans 10 ans sans vous lasser? Qu'est-ce qui vous motive dans le conseil en images? Qu'est-ce qui fait que si vous n'aviez pas ça, ce ne serait pas vous, ce serait juste une imitation de vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes indissociable de quelque chose? Je peux vous le dire, moi, c'est l'analyse de penderie. Je m'éclate dans l'analyse de penderie. Et je sais que je suis très bonne parce que c'est vraiment ma spécialité. C'est aussi la colorimétrie. J'adore les couleurs, mais pas la colorimétrie au sens des saisons et tout ça. Moi, c'est les mélanges de couleurs, les associations de couleurs, d'imprimer. C'est une force. J'ai même pas besoin d'utiliser mon cercle chromatique. Je le fais intuitivement. Donc ça, c'est une force que j'ai. Mais vous, quelle est la vôtre? Donc vraiment, le message à retenir de ce pilier numéro 3, c'est que vous pouvez dire non à 80% des choses si elles ne sont pas 100% vous. Vous voyez ce que je veux dire? Choisissez uniquement ce qui est vous pleinement et limitez-vous à ça. Parce que c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir capitaliser sur qui vous êtes, ce que vous faites, votre talent, votre super pouvoir. Quatrième pilier de cette cohérence de la marinière, incarnation. Jean-Paul Gaultier, il ne vendait pas une marinière, il la portait lui-même. Donc c'était d'autant plus facile, il n'y avait aucune dissonance finalement entre lui, son personnage public, et ce qu'il vendait. Eh bien vous, de la même manière, si vous voulez conseiller dans un style minimaliste chic, vous devez incarner ce style minimaliste chic. Si vous voulez être connu pour l'accompagnement des femmes qui ont des rondeurs, vous devez vous-même assumer
vos rondeurs. Quelque part, c'est logique, vous allez me dire. Mais oui, je ne suis pas là pour inventer des choses bizarres. Je suis là simplement pour vous remettre devant le nez ce qui est important. Le marketing, c'est du bon sens. C'est quelque chose qui est simple. Donc, simplement, qu'est-ce que vous faites? Et comment vous faites pour que ce que vous faites rayonne autour de vous et qu'on n'ait même pas besoin de se poser la question au final. Parce que le piège qui est là, c'est de prêcher quelque chose et de ne pas le faire, de se cacher quelque part derrière un grand discours, et quand on gratte derrière, il n'y a rien, que du superficiel. Parce que les gens le sentent. Les gens le sentent quand vous vous déguisez, les gens le sentent quand vous n'êtes pas vous-même, les gens le sentent quand vous n'êtes pas 100% dans ce que vous proposez. Et ça peut être inconscient, mais cet inconscient, il va façonner le conscient. Et du coup, les gens ne vont pas faire appel à vous parce qu'ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui freine. Ils vont sentir qu'il y a un truc qui pas net. Sur cette nécessité pour vous de prendre la parole, de dire ce que vous pensez, de ne pas vous cacher derrière un discours neutre et lisse comme j'ai pu le faire pendant des années. Soyez vous-même et même si ça englobe un peu de folie, au contraire même. La vérité, c'est que vos clients potentiels vont regarder votre style avant même de vous choisir. Ils vont vous faire confiance d'abord à vous, à votre personnalité, à qui vous êtes, avant de faire confiance à votre offre. Soyez plus maligne que la plupart des conseillers en images, soyez déjà vous-même. Parce qu'en étant vous-même, vous allez attirer des gens qui vous ressemblent ou qui ont envie de vous ressembler parce que justement, ce qui les attire, c'est que vous soyez pleinement aligné entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous proposez. Le message ici de ce pilier numéro 4, c'est que vous n'arriverez jamais à vendre ce que vous n'incarnez pas. L'incarnation est non négociable. Dernier pilier, le pilier numéro 5. Le long terme gagne toujours sur le court terme. Regardez Jean-Paul Gaultier encore une fois. Ça fait 40 ans qu'il porte cette marinière. Quand il a commencé à la porter dans les années 80, personne ne pouvait imaginer que ça le porterait jusque-là. Et donc, s'il l'avait fait seulement pendant 2 ans, on aurait pu se dire, ouais, c'était une lubie, voilà. S'il l'avait fait pendant 5 ans, on se serait dit, bon, c'est une phase. Un peu comme Picasso avec sa période bleue, sa période rose, etc., sa période cubiste. À partir de 10 ans, on va se dire, c'est un style, comme le style des arts décoratifs, par exemple, qui a été beaucoup remis à l'honneur cette année, puisque c'était les 100 ans en 2025. Mais au bout de 40 ans, c'est plus possible, c'est devenu quelque chose d'autre. C'est devenu un patrimoine, une légende. Donc imaginez un peu, c'est la même chose avec Chantal Thomas. Le fait qu'elle ait ce même style vestimentaire depuis des années, ou Karl Lagerfeld, le même style vestimentaire depuis des années, on les associe en fait. Et quelque part, ça devient indissociable. De la même façon pour vous, pensez bien que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, je vous le dis tout le temps, c'est un marathon. Ce qui compte, c'est pas d'avoir 3 clients là tout de suite, c'est d'avoir 3 clients tous les mois pendant 15 ans. Parce que ce que vous faites, c'est capitaliser sur tout ce que vous avez mis en place. Votre formation, le temps que vous avez investi, l'énergie, peut-être d'autres investissements que vous avez pu faire, si vous avez un local, je ne sais pas. Ce que je veux vous dire ici, c'est que ce qui compte, c'est le long terme. Ça, c'est une phrase qui me parle beaucoup. On sous-estime souvent ce que l'on peut faire à long terme, mais on surestime beaucoup trop ce que l'on fait à court terme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tony Robbins, un éminent spécialiste du marketing américain. Donc, réfléchissez-y. On surestime souvent ce que l'on peut faire à court terme, mais on sous-estime ce que l'on peut faire à long terme. C'est cette idée du petit pas, un petit pas après l'autre. À la fin, vous avez forcément franchi des kilomètres. Alors que si vous vous dites, tiens, demain, je vais faire 2 kilomètres, peut-être que vous n'aurez pas la force de tenir ces 2 kilomètres. Donc, pensez-y, petit à petit, on plante des graines, on y arrive. Les premières années, c'est vraiment ça. On plante des graines, on arrose, on met de l'engrais, on met de la lumière. On commence à récolter petit à petit parce qu'on arrose justement régulièrement. Et petit à petit, les fruits vont porter. Ça fait 15 ans que j'accompagne des personnes en boutique, à domicile, et j'adore faire ce métier. Mais j'adore la formation. Et le jour où j'ai percuté qu'en fait, je pouvais faire les deux ensemble, c'est là où j'ai eu un feu d'artifice, en fait.
parce que c'est là où j'ai compris vraiment où était ma vocation. Et je vous invite vraiment à trouver votre vocation. Et c'est aussi pour ça que cet épisode sur la marinière, l'épisode 1, puisque le deuxième arrive la semaine prochaine, comme je vous le disais, cet épisode 1, il est là aussi pour ça, pour que vous puissiez prendre conscience de ces petites choses simples qui pourtant vont façonner votre parcours sur le long terme. Parce qu'encore une fois, si vous vous êtes lancé dans une reconversion professionnelle, c'est pas pour 1 an, c'est pas pour 2 ans. Vous avez choisi de changer de vie, vous avez choisi de changer de métier parce que votre travail actuel ou ancien ne vous convenait plus, parce que votre situation actuelle ne vous parlait plus. Et c'est pour ça que vous avez tout intérêt à capitaliser sur ce que vous pouvez avoir sur le long terme. C'est pour ça que ça vaut le coup d'investir dans une formation. C'est pour ça que ça vaut le coup d'investir dans un accompagnement. Parce que vous ne le faites pas pour 6 mois, vous le faites pour toute votre vie professionnelle à venir. Et elle est sûrement encore longue. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que sais-je. Donc, croyez-y. Le piège, c'est ça, c'est de se dire, ça fait 6 mois que je poste sur Instagram, j'ai que 200 abonnés, ça marche pas, j'arrête. Non, non. Ça fait 1 an que je me suis lancée, que j'ai fait ma formation, j'ai toujours pas 1500 € par mois, j'arrête. Non, non. Ça prend plus ou moins de temps en fonction des personnes, en fonction de l'énergie que vous avez à y mettre, en fonction de plein de paramètres. Donc, c'est pas le moment de renoncer. C'est un peu comme ce mineur, je vous remettrai l'image, j'adore cette image. C'est un peu comme ce mineur qui a creusé tout le tunnel et qui s'arrête juste avant de toucher les diamants. Sérieux? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, s'il vous plaît, pensez-y. 50% des entrepreneurs abandonnent avant la fin de la 3e année et 80% avant la fin de la 5e année. Donc, si vous restez, vous faites partie déjà des 20% qui vont gagner. Et la persévérance, c'est un avantage concurrentiel massif. Donc le message de ce 5e pilier, c'est bien celui-ci. Celle qui reste gagne. Point. La durée, c'est votre meilleur investissement. Donc si on récapitule ces 5 piliers que nous apprend pour cet épisode 1, la marinière de Jean-Paul Gaultier. La cohérence étant le fil rouge de nos 5 piliers, premier point, choisissez un basique, une technique qui vous parle. N'inventez rien pour l'instant, vous verrez après. Et maîtrisez-la à fond, masterisez là-dessus, capitalisez à fond. Deuxième point, répétez obsessionnellement. Ça va avec ce que je viens de vous dire. On y va, on y va, on y va, on y va, on arrête de zapper, on arrête de changer. Non, non, tant que vous n'avez pas poncé le truc, vous allez aller jusqu'au bout. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à améliorer. Et si vous n'avez pas d'idée, venez m'en parler, vous le savez, ou peut-être pas, je propose aussi des séances de réflexion et d'accompagnement individuel. Troisième point, limitez-vous volontairement, définissez votre territoire. Où est-ce que vous avez envie d'être la meilleure? Où est-ce que vous avez envie d'être mémorable? C'est là que vous allez pouvoir dégager vraiment votre part du lion, comme on dit. Quatrième point, incarnez totalement, 100% ce que vous voulez représenter. Parce que si vous ne l'incarnez qu'à moitié, ça ne fonctionnera pas. Si ça marche, c'est parce que vous êtes pleinement vous, un peu comme un comédien. S'il ne met pas le paquet, vous n'allez pas y croire. Eh bien là, c'est pareil. On ne va pas croire en vous si vous ne mettez pas le paquet. 5e point, jouer sur le long terme. Parce que oui, il peut y avoir des success stories incroyables, etc. Mais c'est extrêmement rare, c'est gagné au loto. Donc, s'il vous plaît, misez plutôt sur ce qui est raisonnable, c'est-à-dire le petit pas après l'autre. Et petit pas après l'autre, domino après domino, un jour, c'est le gros domino qui va tomber. Donc, s'il vous plaît, gardez ça en tête, le long terme, le marathon plutôt que le sprint. Ces 5 piliers, c'est la recette de la cohérence. C'est ce qui a façonné la réussite de Jean-Paul Gaultier. C'est ce qui transforme une conseillère en image lambda en une conseillère en image qui devient une référence pour sa niche. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à venir écouter le 2e épisode la semaine prochaine. Cette semaine, on a parlé de cohérence. Et la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver en marinière de nouveau pour la suite de notre épisode consacré cette fois-ci non pas à la cohérence, mais à votre écosystème. Car oui, vous avez besoin, si vous voulez réussir dans le métier de conseillère en image, d'un écosystème. On sera toujours appuyé par la marinière de Jean-Paul Gaultier pour cet épisode. Je serai juste un tout petit peu plus courte sur la partie historique. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et j'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.